d'accueillir Monsieur Khalid Kézir pour la première session des masterclass. Toute excuse, c'est Kéziré, s'il vous plaît. Alors, bienvenue. Merci. Vous avez la parole. Bonne session à tout un chacun. Bonjour. Bonjour. Je sais pas. Aimé vous a pas donné à manger ce matin, c'est ça? Il est où, Aimé? Vous n'avez pas encore mangé? Bonjour. Ben voilà, essayez d'être un peu plus dynamique parce que la masterclass qu'on s'apprête à faire, c'est juste pour les personnes dynamiques. Et si tu n'es pas dynamique et actif, ça va te challenger et tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Je suis très ravi de vous avoir aujourd'hui. J'aurais voulu quand même vous présenter parce que c'est une conférence sur mesure qui a été préparée. Même la dernière slide, je viens tout juste de la rajouter parce que je me suis dit, quand on m'a parlé du projet de l'Afrique de demain et des profils qui doivent suivre cette conférence, cette masterclass, je me suis dit, bah écoute, ils ont besoin de ce qu'il y a de plus frais, de ce qu'il y a de plus actuel. Et je l'ai vraiment monté sur mesure pour vous. Et je pense que l'exercice que nous allons faire là tout à l'heure, il va être super intéressant. C'est 1h, 1h30. Après, vous avez le droit de poser vos questions. Et je suis là pour répondre. Alors, il est difficile de toujours pouvoir se présenter, mais comme il m'a présenté, je suis Khalid Kéziré. Alors, de métier, je suis consultant en stratégie et conférencier. Je passe mon temps à faire que ça, de toute ma vie. Donc oui, des fois, d'autres pensent que c'est un peu ennuyant, mais bon. C'est ce que nous avons choisi pour pouvoir payer nos factures aussi, n'est-ce pas? Puisqu'à la fin de la journée, c'est de se faire de l'argent et payer ses factures. Ou bien, prendre soin de sa famille. Parce que c'est ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif de la vie? Non? C'est de vivre aussi, non? De passer de bons moments, n'est-ce pas? D'avoir une vie riche en quoi? En aventure, en famille, en santé, en succès, en foi, et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Bah oui, je me suis orienté dans ce domaine. Je suis dans le monde de la recherche. Actuellement, je suis doctorant à l'ASMP, l'Académie des sciences de management de Paris. Je travaille sur une thèse assez spéciale, c'est sur les technologies émergentes, les stratégies d'entreprise, l'innovation, le digital, tout ce que vous entendez ces dernières années, et puis la RSE aussi, et surtout aussi l'expérience client. Oui, c'est très long, mais bon, je pense que ça sera bénéfique parce que l'objectif d'une thèse, c'est ça, c'est d'apporter un plus à la société. Donc voilà, il ne suffit pas juste, c'est comme l'entrepreneur, hein. C'est d'apporter, c'est de venir résoudre un problème, une solution et tout. Donc c'est ça aussi l'objectif d'une thèse. Et à Lomé, depuis 1 an et demi, je suis le responsable marketing, communication et banque digitale, donc CDO, Chief Digital Officer de Bank of Africa, qui est la filiale de BMCE, la banque marocaine du commerce extérieur. C'est long, mais ce que vous appelez communément ici BOA. C'est bon? Donc voilà, 14 agences au Togo et un peu partout, plus de 18 filiales en Afrique. C'est un grand groupe bancaire et tout, donc qui apporte aussi son expertise dans l'économie togolaise et tout. Donc voilà, pour ma modeste personne, voilà ce que je peux dire. Alors, cette masterclass est intitulée Marketing et communication digitale. Dans ma réflexion, après je me dis, c'est un peu trop simple. Parce que c'est des termes que vous avez l'habitude d'entendre. Communication, marketing, vous avez forcément dans votre entourage quelqu'un qui fait une licence en marketing, communication. Vous avez un infographe qui sait faire 2-3 visuels, il va se dire oui, je fais du marketing, je suis community manager, je suis infographe, je suis content planner. Donc voilà, il y a tous ces mots, ce jargon qui tournent autour de cette expression, qui gravitent un peu et on ne maîtrise pas vraiment ses limites, la responsabilité de ce genre de métier. On va essayer de démystifier un peu tout ça, parce que ce qui se fait de mieux en Asie, en Europe, qui va se faire de mieux aussi en Afrique, ce n'est pas la même chose. Nos réalités diffèrent. Les mêmes stratégies qu'on a implémentées il y a de cela 3 ans à Kigali, lorsqu'on faisait le nation branding, on étudiait le nation branding de la marque Visit Rwanda. Ce n'est pas la même chose qu'on va refaire au Togo, parce que le Togo a ses réalités, a sa culture. Ce n'est pas la même chose qu'on a fait au Maroc avec le nation branding du Maroc qui est le Morocco Now. C'est pas la même chose. Actuellement, il y a la France qui a lancé aussi son nation branding aussi qui s'appelle le Choose France. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Donc voilà, c'est des stratégies de nation branding des pays pour leur permettre de se vendre à l'international, d'attirer des investisseurs et tout ça. Mais chacun s'adapte à sa réalité locale. D'accord? Et ce n'est pas la même chose. Ce qu'on va faire ailleurs, ce n'est pas la même chose. Il faut toujours tenir compte de ces réalités locales. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui au Togo avec tout cet aspect marketing et de communication. Mais
nous allons d'abord passer sur des fondamentaux, d'accord? De base, c'est quoi le marketing? Et c'est quoi la communication? Avant que le digital n'arrive, pour qu'on parle de marketing digital et de communication digitale. C'est quoi le marketing? Une simple question. Qui va s'essayer? Qui va essayer? S'il vous plaît. C'est quoi le marketing? Quand on entend parler du marketing, ce n'est pas un thème nouveau pour vous. Mais qu'est-ce que c'est? On va essayer de trouver une phrase très simple pour la définir. C'est ce que je fais pratiquement avec mes étudiants. C'est pour leur permettre, ce n'est pas une définition que je vais vous donner à bûcher. Non, pas du tout. On va la construire ensemble et vous allez voir. Qui va s'essayer rapidement? Le marketing. Je pense qu'il nous faut un micro-baladeur. Sinon, je te passe le mien en attendant. Vas-y. Bonjour monsieur. Pour moi, le marketing, c'est l'ensemble des stratégies pour vendre. On a deux mots-clés, on a stratégie et puis on a vente. Donc stratégie, quand on parle de stratégie, ça veut dire qu'on planifie. On planifie pour atteindre un objectif. Et quand on dit vendre, c'est on vend forcément quelque chose. Donc il y a un produit, un service que nous allons vendre et tout. Expliquer comme ça, oui, il n'a pas totalement tort. C'est bien parce qu'on a deux éléments dedans. Alors ce qu'il faut retenir, pour en tout cas ceux qui ont étudié le marketing, et ça va être un rappel, et pour ceux qui ne l'ont pas étudié, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Le marketing, certes, c'est une stratégie, c'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble de planification, tout ce que vous voulez. Mais leur but, des grands théoriciens, en tout cas qui ont écrit sur le marketing depuis des années et tout, leur but sert à administrer 4 choses, 4 points essentiels, qu'on appelle communément les 4 P. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les 4 P. Oui? Alors, les 4 P, c'est quoi? Nous avons d'abord le premier P, qui est le produit. Parce que pour chaque P, il y a une identification, un travail derrière. C'est pour une entreprise. Pour chaque P, il y a un travail qui est fait derrière une stratégie commerciale. Le premier P, c'est le produit. Le second P, c'est le prix. Le troisième, c'est la place. Le quatrième, c'est la promotion. Le produit en lui-même, je prends cette bouteille d'eau, c'est le produit. Comment la designer, la manufacturer, le branding, tout ce que vous voulez. Pourquoi elle doit être comme ceci, un peu bleu sur le plastique, il y a cette couleur rose et tout ça. Ça, c'est le produit. Comment est-ce qu'on va le designer? Plus l'eau qu'on vend, bien sûr. Il faut la traiter et tout ça. Après, il faut la tarifer, bien sûr. À combien on va la vendre? Puis, la place. Je vais la vendre où? Et le comment, c'est pour la promotion. Donc, nous répondons au quoi. Le quoi, c'est le produit. Tu veux vendre quoi? Le quoi, c'est le produit. Donc, quand vous vous retrouvez en séance avec vos marketeurs ou bien en tant que directeur général, ou vous-même vous êtes marketeur, vous devez parler à votre patron, c'est comme ça qu'il faut réfléchir envers lui. D'accord? D'abord, c'est le premier P, c'est le produit. Comment je vais le designer? On est bon? Après, il faut le tarifer. Et pour le tarifer, on fait des enquêtes, on regarde un peu ce que fait la concurrence, ce qu'on appelle communément le benchmark et tout. Vous enquêtez, vous essayez de voir ce que fait la concurrence. Est-ce que vous allez vous aligner? Soit vous êtes le challenger, le suiveur ou le leader. À vous de voir. Donc ça va dépendre de votre stratégie de pénétration sur le marché. Parce qu'elle va être rapide puisque nous faisons, c'est une masterclass, ce n'est pas forcément un cours, mais c'est des tips que je suis en train de vous donner. Parce qu'on a d'autres challenges qui nous attendent devant dans la masterclass. Et la place c'est le où. Donc on répond toujours à des questions. Le où est-ce que je vais la vendre et tout. Donc on parle de où, on a une cible et tout. Et le comment, c'est la promotion. Donc, comment est-ce que je vais vendre ce produit, je vais communiquer dessus et tout. Donc, le marketing ne se base que sur ça. Pourquoi? Aujourd'hui, nous parlons de marketing digital et c'est parce qu'il y a eu une évolution du numérique. Donc, de 1990 aux années 2000, c'était la naissance de tout ce qui était Internet. Google et consorts ont fait leur naissance à cette période-là. Et laissez-moi vous dire que les plus grandes innovations, d'accord, les plus grandes innovations qui se sont déroulées dans ce monde jusqu'à actuellement aujourd'hui, découlent tous de l'armée. L'armée est le plus grand innovateur dans le monde. Le digital que vous voyez, tout ce que nous avons trouvé pour nous faciliter la vie aujourd'hui, ce sont des innovations qui sont venues du digital. Comment mieux communiquer? Comment échanger des SMS entre nous? Pourquoi? L'être humain étant ce qu'il est, avec ce désir de grandeur, de vouloir toujours annexer, avoir du pouvoir et tout ça. D'ailleurs, c'est ça la géopolitique. La géopolitique, c'est quoi? C'est quelle terre te donne quel pouvoir et quel pouvoir te donne quelle terre. C'est ça. Donc, dans cette stratégie de géopolitique et tout ça, annexer et tout, chacun voulait avoir en son sein une technologie, en tout cas, qui dépassait l'autre. Et aujourd'hui, c'est parce que quand vous parlez de technologie, de numérique et tout, vous pensez directement au smartphone, au téléphone et tout, mais il n'y a pas que ça.
Le feu est une technologie. Le feu. Quand l'homme a découvert le feu, il avait une technologie. Le village où se trouvait le monsieur, ou bien la personne, femme ou homme, on ne sait pas, qui a découvert le feu, était plus avancé technologiquement que l'autre village qui n'avait pas le feu. Vrai ou faux? Du moment où, pourquoi aujourd'hui les pays qui sont en train d'être en avance sur l'IA et tout, sont considérés comme des pays un peu plus en avance, pendant que d'autres qui n'ont pas cette technologie-là sont en arrière. Puisqu'il y a une disruption, il y a tout le temps des innovations qui viennent chambouler tout ce que nous faisons et tout. Et l'être humain est en perpétuelle recherche de cette innovation. Aujourd'hui, nous utilisons des technologies ici, mais dans d'autres pays, ils ne sont plus à ce stade-là. Bien sûr, nous aussi, on est en avance aussi sur certains et tout. Mais communément, en Afrique, si on veut en Afrique subsaharienne, nous sommes plus des consommateurs. Et aujourd'hui, c'est ça le vrai défi, c'est de sortir vraiment des vrais penseurs, des vrais chercheurs, qui vont aussi mettre sur place des technologies. Mais comment est-ce qu'on l'a fait? Et je suis sûr qu'ici au Togo, il y a des jeunes qui entreprennent, qui innovent et tout. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? La raison elle est très simple. Et pour vous répondre à ça, je vous donne un petit tip. Regardez comment ça se passe. Comment est-ce qu'on note une université? Une université, quand on dit Harvard est la meilleure université, c'est à cause de quoi? C'est pas à cause de ses bâtiments. Hein? Comment est-ce qu'on note une université? Le premier critère de notation. Chaque fois quand on te dit que la Suisse est le pays le plus innovant dans le monde, ils se sont basés sur quoi? On note les universités sur le nombre de brevets qu'ils déposent. Parce que faire un cursus universitaire, c'est un monde de recherche. Et c'est là-bas que sont pensés, d'ailleurs, Facebook. Il était étudiant quand il a créé Facebook. Toutes les grandes innovations que vous voyez, c'est des jeunes étudiants qui l'ont créé parce que l'université doit vous stimuler, c'est le monde de la recherche. Et quand on fait de la recherche, on découvre, c'est de l'innovation. Donc, une fois que vous avez découvert une technologie ou bien vous avez inventé quelque chose, il faut la breveter. Et plus tu déposes des brevets, plus tu es innovant. Et Harvard est l'université par excellence qui dépose le plus de brevets. C'est pratiquement dans l'ordre de 15 000 à 20 000 brevets dans chaque année. Et la Suisse, le pays en lui-même, dépose pratiquement 4 000 brevets. Comment elle fait? Il y a ce concours national qui est fait, les jeunes viennent compétir et tout, ils prennent les meilleurs projets, et ils brandent ça, ils innovent ça, et puis ils mettent un brevet dessus. Et ça devient leur propriété. Et c'est comme ça. Si vous voulez vous challenger aujourd'hui, voilà les vrais défis. Donc ceux qui ont fait l'université et tout ça, en vrai, c'est là les vrais défis. Pourquoi? Parce qu'en neurosciences, on dit généralement que un être humain, normalement constitué à 18 ans, le cerveau est normalement prêt pour analyser. Pour moi, un bac plus 5 aussi, c'est ça. Un bac plus 5, c'est quelqu'un qui vient en entreprise, s'il veut, qui vient en entreprise et qui a des capacités d'analyse, de réflexion, à qui on peut donner un document, à qui on peut donner un sujet à défendre, et il a la capacité nécessaire et cognitive de l'analyser. Parce que le hard skills, vous l'avez. Vous avez étudié la comptabilité, vous savez faire des débits, crédits, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous avez le diplôme, vous avez composé sur ça et tout. Mais en entreprise, qu'est-ce qui est demandé? C'est ce soft skills-là qui est demandé. Cette compétence interpersonnelle, cette capacité d'avoir une intelligence émotionnelle, cette capacité d'analyse et de prendre des décisions, puisque vous êtes des futurs décideurs. Parce que vous n'êtes pas arrivé en entreprise pour être statique, vous êtes censé évoluer. Et c'est la même chose comme un entrepreneur. Dans ta vie, dans cette disruption de tous les jours, des années qui vont passer, forcément que ça va arriver à des moments où tu es obligé de faire certaines analyses, prendre des décisions, vouloir aller avec un fournisseur ou pas, vouloir aller avec un client ou pas, refuser carrément certains contrats avec pratiquement 7-0, mais c'est parce que tu as eu le temps nécessaire d'analyser, de te dire que ça, c'est pas bénéfique, voilà, je préfère m'aligner sur ceci. Donc techniquement, à 18 ans, tout le monde a la capacité cognitive nécessaire de pouvoir prendre des décisions, d'analyser. C'est pour cela qu'on a le libre arbitre, c'est de pouvoir analyser et d'avoir sa propre opinion. On ne doit pas être dans les opinions des autres. Il est important d'être maître de vos opinions et d'en faire quoi? D'être sûr de ça et de les défendre. C'est ça la vraie personnalité. Et c'est ce qu'on retrouve après dans tout ce que nous faisons en entreprise et tout. Quand on veut prendre des travails d'entreprise, quand tu es responsable et tout, tu dois être capable de défendre le métier que tu fais. C'est ça. Donc pour revenir, je disais que l'armée, c'est elle qui innove le plus et tout. Et le monde entier a connu que ça. Arthur Schopenhauer disait que toute révolution, si elle est une révolution, elle passe par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Vous avez déjà entendu parler de ça? Arthur Schopenhauer, vous pouvez la noter. C'est moi, généralement, en intervention, ce que je fais. Vous avez des mots-clés, il faut les noter. Et c'est ça qui va constituer vos pistes de recherche pour plus tard. Donc, ridicule, dangereux, évident. Toute révolution, si elle est une révolution, elle passe par 3 étapes.
C'est du ridicule, du dangereux, de l'évident. On a plein d'exemples. Prenons le droit de vote des femmes, par exemple. C'est passé par du ridicule, du dangereux et de l'évident. Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes partent au travail, les femmes sont censées rester à la maison, prendre soin des enfants et tout. Mais si les femmes décident de travailler, qui va prendre soin des affaires, faire la vaisselle? C'était ridicule parce que les femmes revendiquaient leurs droits. Les suffragettes ont commencé à manifester. Quand elles ont commencé à manifester, on commençait à les réprimer, à les arrêter. Dans les années 70, la raison pour emprisonner une femme, c'est qu'elle lit des livres. Donc c'est passé du ridicule, du dangereux. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a vote. Si les femmes partent voter, and so what? C'est évident. On est d'accord? L'avion, le premier avion qui a plané, c'est passé aussi du ridicule, du dangereux et de l'évident. Puisque Archimède disait qu'il y a cette poussée de la Terre, qu'est-ce qui peut monter et puis ne pas descendre? C'est parce qu'on savait que les oiseaux volaient parce qu'ils avaient des ailes et tout. Mais quand les frères Wright ont décidé de faire décoller le premier avion, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ridicule. Puisque tous les scientifiques étaient contre eux, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas contrer le vent, ils ne pouvaient pas faire décoller cet appareil-là à cause même de son poids. Parce que plus tu es lourd, plus la gravité de la Terre t'attire. Donc c'était ridicule. Mais bien sûr, c'est passé au dangereux. Parce qu'ils étaient dans le Nevada là-bas, en train de faire cramer les avions tout le temps. Et c'est ça aussi qui a fait l'hégémonie des États-Unis, l'essai-erreur. Parce qu'ils n'ont pas lâché. Chaque fois qu'ils se crachaient, ils savaient qu'ils s'approchaient de leur but. Et aujourd'hui, tu veux voyager, c'est normal. Pour toi, c'est évident que tu prennes de l'avion pour aller de Lomé à Singapour, je ne sais pas. C'est évident. Et plein de révolutions sont passées par ça. Je vais vous donner un autre exemple que vous allez trouver totalement ridicule. Les chaussures que nous portons, pied gauche, pied droit. À l'époque, il n'y avait pas ça. Hein? Il n'y avait qu'un seul type de chaussures, tout le monde fourrait son pied dedans. Et ça, c'est venu de l'armée. C'était un colonel de Napoléon qui était venu le voir. Bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas des chaussures pied droit, pied gauche? Lui, il était occupé à défendre ses armées et tout, et puis voilà, annexer des territoires. Et le monsieur qui proposait, on le chasse de l'armée, il devient cordonnier. Et après, tout le monde se rend compte que, ben vrai, il est normal qu'on ait des pieds gauche, enfin des chaussures pied gauche, pied droit. Donc c'est aussi passé par du ridicule, du dangereux, de l'évident. Et plein d'autres exemples. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui est ridicule aujourd'hui qui sera évident demain? C'est la question que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui ridicule qui sera évident demain? Même quand on entreprend, il suffit juste qu'ils disent que bon écoute, moi je quitte mon emploi, je vais entreprendre. Quelqu'un va te dire non, c'est ridicule, tu quittes la sécurité et tout. À force d'y aller 2-3 années, tu es en train de prendre des dettes de gauche à droite, tu fonces et tout. C'est dangereux parce qu'on va se dire, bon, un jour, la banque va te rattraper, ils vont te dire, tu n'as pas payé, on peut t'emprisonner, c'est dangereux. Mais le jour où tu auras réussi, qu'est-ce qu'ils diront? Ah, lui c'est un bosseur, c'est évident qu'il allait réussir et tout. L'être humain est comme ça et les phases de technologie, d'innovation sont tous passées par ces étapes-là. Le ridicule, le dangereux et l'évident. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que toutes les sciences que nous sommes en train d'étudier, tout ce qui est marketing, communication, neurosciences, l'entrepreneuriat, la finance, tout ce que vous voulez, sont tirés de la nature. L'être humain s'est inspiré que de la nature pour faire tout ça. Quand je parle de la nature, c'est vous et moi, c'est les plantes, c'est les animaux et tout. On s'est tous inspirés de ça. À un moment donné, et puis j'ai un mentor qui dit que chaque innovation que l'humanité a pu trouver, c'est-à-dire a pu mettre en place et tout, c'est juste un rendez-vous entre l'humanité et cette innovation. Parce que en fonction de ce que nous pouvons concevoir dans notre esprit, c'est en fonction de l'évolution de l'humanité. Là où nous sommes aujourd'hui en 2023, tout ce que nous savons qui est innovant, qui a été inventé et tout, c'est ce que notre esprit peut concevoir. Et peut-être dans 100 ans, eux aussi, leur esprit va concevoir la technologie qu'il y aura là-bas. Vous voyez? C'est parce que dans les années 90, si on avait dit un jour... Les gens même communiquaient par pigeon voyageur, des fois. Mais si on leur avait dit non, écoute, il y aura un moment où on peut se parler directement comme ça, on prend un téléphone, on appelle quelqu'un, ou bien en vidéo, on le voit même et puis on discute et tout, beaucoup l'ont trouvé ridicule. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le monde du numérique. Vous voyez? Et on y est. Aujourd'hui, c'est évident qu'on ait toutes ces technologies-là. Et ça va tellement vite, parce que c'est ça le problème aujourd'hui du ridicule dangereux évident. À l'époque, ça prenait du temps, on a des 20, 30, 100 ans avant de passer du ridicule à l'évident. Mais aujourd'hui, le ridicule évident, c'est d'aujourd'hui à demain. Hein. Il y a une IA qui sort, une technologie qui sort, tout le monde l'a adopté vite fait, et puis voilà, on passe déjà à autre chose. Ouais. Donc, et cette fonction de marketing et de digital sont passées par ça. Parce que le marketing en lui-même est né de quoi? C'est de la révolution industrielle. Parce que l'humanité est passée de l'ère de la production à l'ère de la vente. Et l'ère de la production, c'est parce que quand ils ont commencé à mécaniser les tâches, pour ceux qui ont fait du management, je ne sais pas, en première année ou bien au lycée, ceux qui ont fait les séries techniques. Généralement, c'est ça à Lomé, non? Au lycée, il y a la G2, G3, je ne sais pas. C'est ça, non? Ceux qui ont fait le management, vous avez étudié la théorie des organisations.
Vous avez étudié les principes d'Henry Fayol et autres, là, n'est-ce pas? Le taylorisme, le fordisme et tout ça. Donc l'être humain est passé à la mécanisation. Parce que quand ils sont passés à la mécanisation, ils pouvaient produire plus. Mais quand vous produisez plus, il faut vendre. Mais pourquoi l'être humain a pu mettre en place des machines pour produire plus? C'est juste toujours à cause de la guerre, parce qu'il devait produire beaucoup d'armes. Et en produisant beaucoup, ils ont compris que ce système-là que nous avons mis en place peut être mis aussi dans le domaine alimentaire et bien d'autres choses, de biens de consommation et tout. Donc ils ont commencé aussi à beaucoup produire. Mais quand vous produisez, il faut vendre. Mais pour vendre, on est passé à l'ère de la vente. Mais pour pouvoir vendre, qu'est-ce qui se passe? La guerre a fait déplacer des gens. On retrouve des gens du nord qui sont au sud, au nord et tout. Donc les besoins ont changé. Ce qui veut dire que le client a de nouveaux besoins, a des désirs, a des attentes. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'est né le marketing. Parce que le marketing est venu maintenant pour trouver la technique nécessaire pour produire le bien adapté aux besoins du client. Donc produit, j'en parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'on le design? À quel prix je lui vends ça? Où et comment? Si vous prenez Apple, le téléphone, la marque Apple, la société Apple, d'ailleurs, dans le monde entier, Apple est l'entreprise par excellence en matière de management, en matière de finance, en matière de marketing, de communication, de tout ce que vous voulez dans une organisation. Apple, c'est l'entreprise par excellence. Leur cash, quand ils prennent leur carte de crédit, vont dans un guichet pour retirer ce qu'ils ont en liquidité, c'est pratiquement 2000 milliards, c'est-à-dire de dollars. Ça fait quoi? Ça fait le PIB des Émirats Arabes Unis, plus le PIB de la France, plus le budget de défense des États-Unis sur une année. Ils ont du cash. Et comment est-ce qu'Apple fixe ses prix? Ils fixent le juste prix. Hein. Les 700 € que vous voyez, les 1000 € et tout ça des iPhones, c'est pas beaucoup. Hein. Ils savent que vous êtes capable de le payer. C'est ce qui étonne, parce que quand ça sort, beaucoup disent « Ah ouais, c'est cher et tout ». Mais ils savent que, en fait, ils fixent le juste prix. Ce qu'ils savent que vous êtes capable de sortir de votre poche et de la payer. C'est pour cela, par excellence, Apple, quand vous étudiez vraiment ces stratégies marketing, communication, comment est-ce qu'ils ont évolué et tout, c'est par excellence. Même leur système de management. Tout à l'heure, je parlais de l'essai-erreur. Les États-Unis se sont basés sur ça. Chez eux, qu'est-ce que tu sais faire? Ce n'est pas tu as quoi comme diplôme. Certes, les diplômes, c'est bon. Mais pour eux, qu'est-ce que tu sais faire? Si aujourd'hui, Elon Musk embauche même des jeunes de 16, 17 ans qui n'ont même pas le bac, mais qui travaillent à Tesla, c'est parce que pour lui, ils se sont basés sur la compétence. Mais nous vivons aussi dans un monde ici où c'est le diplôme qui est valorisé. Bah, tant mieux si les diplômes sont valorisés. Parce que je ne dis pas que c'est une fatalité. C'est faux. Ce n'est pas une fatalité. Mais c'est bien les diplômes et tout. Mais on devrait aussi plus se pencher aussi sur la compétence des gens. Parce qu'il y a des gens totalement autodidactes. Mais comme il n'a pas de diplôme, il ne peut rien rapporter à l'économie. Donc c'est de voir aussi comment intégrer ce type de personnes et ce type d'apprentissage. Et de valoriser ce type de compétences. Vous voyez? Et comme je reparlais du marketing, donc l'ère de la vente, il fallait bien déterminer le besoin du client. Et généralement, quand on dit client, et je demande généralement la définition, c'est quoi un client? Je ne sais pas qui va s'essayer ici. Quand je dis que c'est quoi un client? Le client, c'est qui? Il y a une définition de... Comment il s'appelle? Le patron de Walmart, là. Il a un prénom. Son nom même, c'est Walton, quelque chose comme ça. Il a une définition, mais totalement... out of the context, mais ça résume vraiment le client. Mais je vous laisse essayer et je vous la donne, parce que pour moi, c'est la meilleure définition. Vas-y, qui veut s'essayer? C'est quoi un client? Oui. Oui. Bonjour. Oui, salut. Pour moi, un client, c'est celui qui achète un produit. D'accord. Qui d'autre? Oui, c'est totalement ça. Hein. Qui d'autre? Tu es un entrepreneur, non? Oui. Alors, ton client, c'est qui? C'est quoi le client? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, le client pour une entreprise, c'est la personne la plus importante. C'est lui qui décide, au fait, si demain je viens au boulot ou si demain j'arrête tout. Et c'est lui qui paye autant mes factures que qui justifie mon envie de pouvoir concrétiser ma vision. Donc voilà. Ce qu'il dit n'a pas tort. Et il a totalement raison parce que ce que tu dis rejoint totalement la définition du patron de Walmart. Il disait le client, c'est celui qui est capable de virer le PDG, Julien, c'est celui qui est capable de virer le PDG jusqu'au simple planton de la boîte, juste en allant dépenser son argent ailleurs. C'est ça la définition de Joe Walton. Le client, c'est la personne qui est capable de virer du patron jusqu'au simple portier, juste en allant dépenser son argent ailleurs. Et pour moi, il résume tout. Donc ça, le mot importance dont il dit, c'est vraiment ça. Le client, c'est la personne la plus importante. Et aujourd'hui, on s'étonne de voir que
des entrepreneurs, des entreprises et tout ne prennent même pas le temps de définir l'expérience client des gens qui achètent leurs produits. C'était déjà à la conférence il y a 2 semaines sur Abidjan, on en parlait, et même aux journées nationales du marketing de la com sur Kwalimé. C'était ça, l'expérience client. Comment transformer son entreprise par l'expérience client? Et d'ailleurs, l'expérience client est venue de quoi? C'est venu de l'expérience utilisateur, qui elle-même aussi découle du digital. Parce que quand les applications mobiles ont commencé, et pour ceux qui connaissent les UX et UI design, les UX design, c'est comment est-ce que l'application se présente, et l'UI design, comment est-ce qu'on la rend sexy, en tout cas comment est-ce qu'elle est jolie et tout. Donc on définit une expérience utilisateur. Quand vous prenez Facebook, ou bien LinkedIn, ou bien WhatsApp et tout, c'est facile pour vous de vous retrouver. Vous avez vos discussions, vous avez vos statuts, vous avez le journal des appels, vous avez de l'autre côté, aujourd'hui, ils ont même rajouté la partie Matrix, où vous pourrez même sponsoriser vos posts et tout ça. Mais c'est facile pour vous. Quand WhatsApp est arrivé, excusez, bon, les mamans ou les personnes un peu en griffe, hein, vraiment, illettrées et tout ça, mais quand même, quand ils prenaient WhatsApp, ils arrivaient à s'en sortir. C'est eux qui nous envoyaient des stickers, ils t'envoient des longues notes vocales et tout, parce que c'était intuitif. Ils ont pensé à l'expérience utilisateur. Mais je m'offusque aujourd'hui de voir que des entrepreneurs ne prennent même pas le temps de travailler l'expérience client. Et même quand je parle d'expérience utilisateur qui est venue à l'expérience client, on peut même parler ici de cet événement d'Afrique de demain, de l'expérience visiteur. Qu'est-ce qui a été mis en place pour optimiser l'expérience visiteur? Et même moi, expérience formateur, si vous voulez. Ou bien vous-même, expérience apprenant. Et c'est quoi l'expérience client? L'expérience client, c'est le parcours de votre client. Le parcours de client, c'est quoi? C'est tous les points de contact que le client a, c'est les points de contact qu'il y a entre vous et le client. Et chaque point de contact doit être optimisé. Vous devez être capable de définir ce parcours client-là et de supprimer tous les points de friction. Tout ce qui est inutile, cette paperasse-là qui nous fatigue. Définissez l'expérience client enfin, des personnes qui achètent vos produits. Même en entreprise, on parle d'expérience collaborateur. Vous recrutez quelqu'un, il arrive, rien n'est prêt, même la logistique et tout ça. Non, définissez son expérience collaborateur. La culture d'entreprise naît comme ça. Il faut que vos clients s'identifient à vous. Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous prenez l'iPhone aujourd'hui, que vous tenez un iPhone, combien de gens même disent encore que donne-moi mon téléphone? Tout le monde dit donne-moi mon iPhone. C'est parce qu'ils ont mis ça dans votre esprit. Ils ont défini votre expérience utilisateur. Pour que vous ne pensez même pas que vous utilisez un téléphone, mais vous utilisez un iPhone. Parce qu'ils ont pensé ça. Ils ont pris toutes les techniques possibles. Si c'est le luxe, si c'est le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, tout le monde dans son subconscient, quelqu'un qui utilise un iPhone et tout, on pense, oui, on va se dire peut-être qu'il est un peu plus aisé, parce que pour s'acheter, il y a un téléphone qui coûte pratiquement les 500 balles ou bien un bloc et tout. Vous voyez? Donc cette expérience a été définie. Mais c'est comme ça qu'on construit le sentiment d'appartenance d'un client. C'est ça. Définissez les points de contact. Et pour définir ces points de contact, je vous donne un exemple très simple. J'arrive à Lomé. Je quitte l'aéroport. Je suis en route. Je vais peut-être chez moi, ou celui que je dois venir voir, je dois le voir. Sur la route, je vois un panneau. Et je vois un produit. Premier point de contact. Qu'est-ce qu'on optimise là-bas? Mais le panneau, il doit m'interpeller. Les couleurs choisies doivent m'interpeller. La communication autour doit m'interpeller. Donc là-bas, je fais appel à qui dans mon entreprise? L'infographe qui doit préparer ce panneau-là. Parce qu'il sait que sur ce parcours, il a mis, il faut savoir, et puis je vois, il y a des panneaux en ville, on ne sait pas si c'est tel boulevard, on met un panneau de 12 mètres ici, on met un 18 mètres. Non, il faut optimiser vraiment comment est-ce que les gens se circulent dans la ville. Quelqu'un qui quitte l'aéroport et tout ça, dites-vous, la plupart des gens sont peut-être des étrangers et tout. La première chose qu'il va voir, c'est comme ça qu'il va juger. Donc si votre panneau se trouve sur un trajet comme ça, il faudra qu'il soit bien optimisé, bien visible, avec la couleur qu'il faut, et qu'il parle directement à la personne. Donc je me dis, voilà le premier point de contact. Je prends le premier point de contact, je vois ça, qu'est-ce que je retiens? Je retiens rapidement le nom. Ok, et voilà. Sur un panneau, qu'est-ce qu'on voit? Qui communique? Vous communiquez quoi? Et si peut-être une adresse, vous ajoutez une adresse. Maintenant, une fois que j'ai vu ça, je me dis, bah tiens, ça c'est intéressant. Deuxième point de contact, qu'est-ce que je fais? Je veux vous chercher sur Internet. Je vais chercher votre site web. Bon, quelqu'un de plus affecté va peut-être chercher un site web, il va demander à quelqu'un, mais disons site web. Je vais sur le site web, je check rapidement sur Google et tout ça. Votre site sort rapidement, ce qui veut dire que vous avez pris le temps de bien le référencer, parce que sur ce point de contact-là, vous l'avez optimisé. Mais imagine, votre site, il ne sort même pas, ou bien vous n'avez même pas de site. Le client, il peut faire quoi? Il peut se rétracter, ou il va continuer, il va se dire, bon, je vais sur les réseaux sociaux, peut-être que je vais aller voir. Il va sur vos réseaux sociaux, difficilement trouvables, ou peut-être qu'il vous trouve. Il trouve des informations sur vous, comment vous contactez, ce que vous vendez comme produit. Il voit que la page est plutôt bien animée. Voilà un autre point de contact. Jusqu'à ce qu'on motive sa décision d'achat.
ou bien la décision de rentrer en contact avec vous pour avoir plus d'informations. Parce que cette action, que ce prospect, c'est même pas un client. Ce prospect prend son téléphone, vous appelle pour avoir plus d'informations, ce qui veut dire qu'il y a un intéressement. Et cet intéressement-là, comment ça se passe? Une fois, il vous appelle, imagine, il tape sur le répondeur, personne ne répond. La secrétaire s'est peut-être levée entre-temps, voilà, et puis il répond, et elle ne répond pas. Bon, il regarde l'heure, nous sommes à plein 10 heures du matin, bon, c'est pas la pause. Voilà, c'est comme ça le client réfléchit. Hein. Ou sinon, il va se dire, bon, je rappelle plus tard. Ou il décroche, c'est-à-dire qu'il n'appelle plus. Bon, il rappelle, après on l'a au téléphone, on l'explique bien. Très bon appel, c'est-à-dire l'interlocuteur est très fluide, il explique tout, il lui donne les informations nécessaires. Il est satisfait, il veut aller un peu plus loin, il prend les tarifs et tout. Est-ce que je peux venir directement vous voir pour acheter le produit ou bien concrétiser la vente? Une fois qu'il arrive, peut-être dans votre boutique ou agence ou entreprise que vous voulez et tout, voilà un autre point de contact. Comment l'accueil est fait? Imagine, il a fait tout ça, il arrive maintenant là-bas, l'accueil est catastrophique. À chaque point de contact, il faut optimiser l'expérience du client. Il est bien accueilli, on le gère bien, on lui donne le produit et tout ça. Vous prenez des informations sur lui. Ah, il est nouveau dans le pays, vous lui dites peut-être que vous êtes implanté dans d'autres pays et tout. Voilà, c'est l'occasion de lui donner le plus d'infos aussi pour essayer de l'équiper le maximum possible pour que lui aussi vous recommande et tout. Il part, il utilise le produit ou ça dépend si c'est un service ou ce que vous voulez. C'est optimisé, il est heureux, c'est lui qui va vous recommander et tout. Donc, l'expérience client, c'est ça. Définissez un vrai parcours de vos clients. Dites-vous qu'à chaque point de contact, quels sont les différents points de contact que je peux avoir? Si c'est quelqu'un qui va leur dire, si c'est mon site web, même je vois des campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux, sur les sites web et tout ça, les Google Analytics et tout. Bon, malheureusement, on n'a pas le diapo, mais j'avais tout prévu, tout ça pour vous. Tu vois des campagnes qui passent, des posts sponsorisés, tu n'as même pas un bouton qui va te pousser à l'action. Et là, je me dis, bon, qui a fait ça? On va te dire, bon, l'entreprise a un community manager. Et ce community manager, lui, pense que son travail se résume juste à prendre un visuel, le poster, mettre un test là-bas et puis il attend. Mais non, celui qui a sponsorisé ce post, il doit mettre un bouton. Parce que vous avez fait un ciblage, vous avez pris une zone géographique. C'est peut-être aller à Singapour quelque part là-bas. Je ne sais même pas pourquoi je parle trop de Singapour aujourd'hui. C'est peut-être une prémonition. Amine. Donc, peut-être que ça va aller quelque part là-bas. Mais lui va faire quoi avec ce? Il n'a pas de bouton d'action. Mettez un bouton d'action, consultez notre site web, contactez-nous sur WhatsApp ou appelez-nous. Voilà, c'est ça. Mais tu fais un post sponsorisé, tu ne mets même pas un bouton de contact. Donc le post est volatile comme ça, il passe. Et puis c'est tout. Chaque point de contact doit être optimisé. C'est comme ça. Et ça, on a fait j'ai traversé rapidement parce que là, on parle totalement du marketing digital. Mais une fois qu'on a fini ces 4 P, dont on revient au marketing traditionnel, parce qu'à l'époque des années 70 et tout ça, il n'y avait pas de digital, on est bien d'accord. Posez-vous la question, mais comment il faisait du marketing? Mais il faisait du marketing. Philippe Kotler, ce gourou du marketing, on dit même de lui qu'il est capable de vous vendre du sable dans le désert. Vous imaginez? Kotler, K-O-T-L-E-R, Philippe Kotler. Il est capable de vous vendre du sable dans le désert. C'est ce qu'on disait de lui. Tellement il était fort. Et je ne sais plus si c'est la même personne, il avait fait une campagne marketing à l'époque de Marilyn Monroe. Ceux qui la connaissent, la star de la musique là. Et parce qu'elle incarnait dans cette époque-là l'idéal féminin. Vous voyez, elle était raffinée, elle parlait bien, elle s'habillait bien, toujours classe et tout. Donc elle représentait à l'époque là l'idéal féminin. Et il y avait Marlboro, l'entreprise de cigarettes, qui voulait faire une campagne parce qu'ils trouvaient, les gens fumaient, hein, mais ils ont remarqué que les gens qui achetaient les cigarettes, c'était des hommes. Donc, ils se sont dit, mais comment on fait pour que les femmes fument? Donc, ils appellent le monsieur, il arrive, il analyse, il dit, ok, on va trouver l'astuce. Et ils cherchent à voir Marilyn Monroe, donc ils l'ont payé une somme astronomique, juste pour un seul visuel. Elle est assise, elle avait juste la cigarette en main, comme ça. Elle ne fume même pas. Hein. Ce n'est pas une vidéo, c'est juste une photo. C'est le seul cliché que prend le photographe. Et ils font la campagne en ville. L'idéal féminin, quelque chose comme ça. Comme toutes les femmes s'identifiaient à elle, ils se sont dit, ah ouais, pour être classe et tout ça, donc je dois fumer alors. Les ventes augmentent. Des fois, il y a des techniques de malversation, des techniques tellement out of context qui font que... Mais ça marche. Parce qu'à la fin, du projet, on l'a appelé pour que les ventes augmentent. Mais les ventes ont augmenté grâce à l'astuce. Et les gens, on ne les a pas forcés à acheter. Ils se sont levés de leur plein gré pour acheter parce qu'ils se sont dit, bah écoute, je suis tendance, voilà le mot.
La tendance, comme Marilyn Monroe, c'est notre idéal. Et tout. C'est comme aujourd'hui, d'autres qui s'identifient à des... Bon, Mandgriffe, moi je dis des leaders d'opinion, ce que vous voulez, on appelle influenceurs, ce que vous voulez. D'autres s'identifient à eux. Mais c'est des leaders d'opinion, c'est des gens qui peuvent influencer une décision, parler de quelque chose, s'afficher avec quelqu'un et tout, et puis ça influence votre décision d'achat. Donc aussi dans vos techniques marketing et tout ça. En tout cas, vous êtes des entrepreneurs, des petits entrepreneurs et tout. Bon, il n'y a pas de petits ni de grands entrepreneurs, vous êtes des entrepreneurs, je vous respecte. Mais il faut aussi savoir, quand vous allez faire votre communication, avec qui je m'associe, quel visage je m'associe, pour pouvoir développer votre entreprise. C'est bon? Donc, marketing traditionnel, il faisait du marketing. Mais la communication dans tout ça. Puisque, je vais vous donner tout à l'heure la différence entre ces deux-là. Parce qu'ils s'entremêlent. Je ne sais pas, vous pouvez vous poser des questions si le marketing et la communication c'est la même chose, s'il y a des différences et tout. Mais oui, il y a une différence. Mais la communication, avant aussi que le digital n'arrive, les gens communiquaient. Mais pour définir tout simplement la communication, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi communiquer? C'est quoi communiquer? Communiquer, c'est quoi? C'est autant valable pour vous, entrepreneurs, ou comme des praticiens du métier, des marketeurs ou des communicants qui sont dans cette salle, s'il y en a. Mais c'est quoi communiquer? Parce que ce sont des expressions que vous entendez tout le temps. Marketing, communication, digital, ceci, stratégie de ça. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi communiquer? Définissez-moi la communication. Aussi simple que ça. La communication. Je vous écoute. C'est échanger des informations. Oui, qui dit mieux? Ok, merci beaucoup. Communiquer pour moi, c'est exprimer, c'est l'ensemble des moyens par lesquels l'on exprime ses intentions, ses désirs, pour que l'autre arrive à comprendre ou à percevoir ce que l'on veut dire. Ça peut être vocal, gestuel ou silencieux. Ok, d'accord. Oui. Et il y avait la dame là. Tu veux t'essayer encore? C'est bon. Tu veux? Vas-y. Ici on ne juge pas, hein, parce que personne n'a la science infuse ici. Hein. Ok, merci. Selon moi, communiquer, c'est tout simplement parler de ce que l'on fait. Parler de ce que... Ah, bon, tu es resté dans un registre, en fait. Le registre de l'entrepreneur ou bien de... Ok. Non, ça se vaut, c'est pas un souci. Il y a quelqu'un d'autre ici? Non? Je peux y aller? Toi? Bonjour à tous, moi c'est Wisdom. Bon, selon moi, communiquer, c'est émettre un message pour un récepteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va recevoir le message. En fait. Ok. En fait, vous n'avez pas tort. C'est bien ça. Communiquer, c'est échanger, c'est de passer un message et tout. Et dans ta définition qui est un peu plus longue, mais beaucoup plus aussi, je vais dire, élaborée, on retrouve beaucoup de caractéristiques dedans. On va faire juste le même exercice pour le marketing comme on l'a fait. Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi, ce que vous voulez. Donc, quand on parle de communiquer et quand je dis qui, le qui renvoie à deux personnes essentielles ou à deux entités essentielles. Le qui, c'est celui qui émet, donc on appelle l'émetteur. Et il y a l'autre qui est le récepteur. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, on communique, hein, n'est-ce pas? Nous sommes en train de communiquer. Moi, je parle, vous m'écoutez. Et quand je pose des questions, vous répondez aussi. Donc, on communique. Donc, une fois qu'on a répondu le qui, on passe au quoi. Le quoi, c'est le message. Le quoi, c'est le message. Donc, dans tous les cas de figure, on passe toujours d'un émetteur à un récepteur. Tout à l'heure, quand tu répondais, donc c'est toi qui passes à l'émetteur. Et moi, je suis récepteur. Et quand là, je suis en train de te parler, je passe à l'émetteur, tu es récepteur. Donc, à chaque fois que l'entité concernée est en train d'exprimer son message, il passe automatiquement à l'émetteur. Et celui qui l'écoute, ou qui est censé peut-être répondre ou réagir, passe au récepteur, n'est-ce pas? Et il y a le quoi, le message. Maintenant, il y a le comment. Le comment, c'est quoi? Le canal. Et là, j'utilise quoi comme canal? J'ai ma bouche, je suis en train de vous parler. J'utilise ma langue pour parler. D'ailleurs, la langue, c'est l'organe le plus têtu au monde. C'est pour ça qu'il est difficile d'apprendre certaines langues rapidement et tout. Mais une fois qu'il est bien dressé, il fonctionne bien. Mais j'utilise ma langue, j'utilise ma bouche pour parler. J'ai un autre canal qui me permet, qui fait en sorte que vous puissiez tous m'écouter de beaucoup plus fluidement. C'est bon? Donc, on a le canal, on a le qui, on a le quoi, il y a le message. C'est toujours ça. Dans la communication, il y a toujours quelqu'un qui émet, quelqu'un qui entend, qui est censé agir. Même le fait de ne même pas réagir physiquement ou parler, c'est un message. Hein. Automatiquement, c'est ça. Mais les gens communiquaient. L'être humain a toujours communiqué. Vrai ou faux? Et même il y a cet exemple que je vais vous donner qui est totalement dans la religion musulmane,
où on dit que le prophète de l'islam, lorsqu'il a reçu les premières révélations, quand on arrive vers lui, c'est l'ange, et puis c'est l'ange qui lui parle en premier, et il lui dit de s'exprimer, pour qu'il puisse comprendre ce qu'il dit et tout. Donc ils étaient eux-mêmes dans une phase de communication. Parce que sans exprimer ce que tu veux, ce que tu entends, ce que tu ressens, ou ce que tu penses et tout, l'autre ne pourra jamais comprendre et tout. Donc il lui demande de s'exprimer, donc lui parle et lui aussi il le répond. C'est ça. Et après, la deuxième phase, il lui dit de lire. Et lire, aujourd'hui, c'est très important parce que lire renvoie à la connaissance. Et l'humanité a toujours été dans ça, dans la recherche de connaissances. Parce que la connaissance, c'est la vraie fortune. D'ailleurs, la start-up que je dirais, la Knowledge Academy, qui est basée à Casablanca, au Maroc, c'est ça, le nom, c'est la Knowledge Academy. C'est basé sur la connaissance. Et même toutes les théories sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement aussi sont basées que sur ça, gravitent autour de ça. L'économie de la connaissance, si vous avez déjà entendu parler de ça. L'économie de la connaissance, qui est différent de l'économie de marché. L'économie de marché, c'est ça. Hein. Tu as ça, je viens acheter, je te donne de l'argent, je prends ça en contrepartie et je pars. Je rentre dans cette salle, je vous partage tous 100 euros, je ressors plus pauvre que je ne suis rentré. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais si je vous partage de la connaissance, est-ce que j'ai de la connaissance en moi? Hein? Si je rentre dans cette salle, je vous partage une connaissance, est-ce que je vais ressortir plus bête que je suis rentré? Je vous ai partagé une connaissance. Et c'est ça la propriété de la connaissance. Elle est prolifique. Le second, elle est collégiale. Prolifique parce qu'elle se propage. Et collégiale parce que tout le monde en détient. Hein. Chacun détient une connaissance. Vous avez des choses que vous allez m'apprendre, j'ai des choses que je vais vous apprendre. Et tout. Bon, bref, voilà. C'était juste une parenthèse sur l'économie de la connaissance. Donc voilà, l'être humain a toujours communiqué avec des canaux. Les gens sont passés même, ils ont utilisé des pigeons voyageurs pour communiquer. C'était quoi le canal? C'était le pigeon. N'est-ce pas? Il y avait toujours un message. Et il y avait un émetteur et un récepteur. Et le pigeon faisait son trajet, il partait transmettre le message. Et il revenait. Si ce monsieur pouvait crier pour que l'autre à 1000 km l'entende, il va crier. Il a toujours un canal. Mais après, maintenant, les technologies sont arrivées. Les outils digitaux sont arrivés. Les outils numériques sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, c'est pour faciliter la vie. Internet est venu, les réseaux sociaux sont arrivés, l'IA est en train de faire sa description actuellement. Les canaux sont arrivés, le téléphone, les ordi, tout ce que vous voulez, tout ça est arrivé. C'est de là qu'est né maintenant quand on parle de marketing digital, communication digitale. Et le marketing digital, c'est quoi? C'est tout simplement l'utilisation d'outils digitaux numériques pour faire du marketing. Et le marketing lui-même, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces techniques-là pour administrer ces 4 P, le prix, le produit, la place, la promotion. Donc je prends le digital, je mets au niveau du produit, je prends le digital, je mets au niveau de la tarification, je prends le digital pour la place, je prends le digital pour la promotion. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que j'utilise les outils numériques pour mieux administrer ce produit? À l'époque où, aujourd'hui, ce produit avant d'être designé, ils ont simulé ça dans des applications, ils ont vu à quoi ça va ressembler, le visuel et tout. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ça. Mais ce qui veut dire que si le digital est là aujourd'hui, il est en train d'aider à concevoir ce produit, n'est-ce pas? Mais pour faire la tarification, aujourd'hui, à l'époque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont benchmark, ils vont aller ils vont enquêter et tout ça. Mais grâce au digital aujourd'hui, ils ont juste qu'à aller sur Internet, ils vont voir le prix moyen parce que c'est des informations disponibles et tout ça. Le digital les aide à savoir la tarification sur la place et savoir combien je le fais. Et même le digital avec Excel, ce que vous voulez et tout, une fois quand vous faites, déjà vous êtes des entrepreneurs, vous savez ce que c'est qu'un business plan. Quand on fait un business plan, on fait des critères, on fait des seuils de profitabilité, de rentabilité. On regarde combien je vais dépenser, combien cela va m'apporter, comment je gagne de l'argent. Et on essaie de regarder à quel moment je deviens rentable et tout. Et vous faites des ajustements. Si je vends ce produit à 1000 francs et que dans l'année j'estime vendre 50 000, je vais voir mon seuil de rentabilité. Mais si je me dis, au lieu de 50 000, je vends 100 000. Donc vous utilisez un outil digital pour essayer de mettre en place votre rentabilité et revoir la bonne tarification que vous pouvez supporter pour gérer vos charges. Vous voyez? Le digital arrive au niveau du comment. Le comment, c'est quoi? C'est la promotion. C'est comment est-ce que je communique autour de ça. Donc je vais utiliser des outils digitaux. J'ai les réseaux sociaux, j'ai Internet, j'ai la télé, j'ai la radio, j'ai ce que je veux. C'est bon? Et au niveau de la place où est-ce que je vends maintenant? Donc aujourd'hui on parle de l'e-commerce. Aujourd'hui on peut vendre en ligne. Il y a des gens qui n'ont même pas de boutique, mais c'est des commerçants. Des produits totalement virtuels. Il n'a jamais vu le produit, il a juste une plateforme qui met en place, il link des personnes entre eux, toi tu commandes, on vient te livrer, et puis il y a un magasin au fin fond de l'Arizona quelque part là-bas. Le digital vient aider dans tout ça. Et si je prends la communication, c'est la même chose. Si tu es sur Facebook et que tu postes un visuel, tu as un canal. On est d'accord? Donc, qui est l'émetteur? Si c'est toi l'entreprise, tu es en train d'émettre un message pour
Ces gens-là qu'on va appeler récepteurs, là, comment est-ce qu'on les appelle dans le monde du digital? De façon classique, on a dit c'est des récepteurs. Dans le digital aussi, c'est des récepteurs. Mais comment est-ce qu'on les appelle, eux, dans ce monde digital, sur la toile? Comment est-ce qu'ils sont appelés? Les internautes. Oui, c'est ça, c'est les internautes. Donc, ce qui veut dire que quand le digital arrive et qu'elle influence tous ces domaines-là, elle a ramené avec elle aussi son jargon avec elle. Donc, au lieu de parler de récepteur dans ce cas, je vais parler d'internaute. Celui qui va poster ces trucs-là et puis gérer les sites web et tout ça, on va l'appeler un webmaster. Celui qui va gérer les réseaux sociaux, on l'appelle le community manager. Donc, quand le digital est arrivé, il a créé des emplois, il a créé de nouveaux emplois. Vous voyez, il y a des développeurs qui doivent gérer ces sites-là et tout. Il y a ceux qui vont faire le UX et UI design. Comment est-ce que je vais trouver les bonnes résolutions, faire de l'ergonomie et tout ça. Donc, elle a créé tout un jargon derrière avec tout un ensemble de métiers. Vous voyez? Et pour administrer mieux le marketing et le digital. Le marketing et la communication. Le digital, c'est un outil. Dans 100 ans, quand il y aura, je ne sais pas, une nouvelle innovation, eux aussi feront ce pas comme je vais faire avec vous. Ils vont dire, bon, ils sont passés aussi de cette révolution ère de la vente et tout ça. Ils sont arrivés au digital. Puis maintenant, nous sommes à... Parce que l'innovation, là, elle continue. Peut-être qu'il y aura autre chose que notre esprit actuellement ne peut même pas imaginer. Et ces inventeurs-là, eux, ils sont dans l'essai-erreur, dans la recherche poussée. Les erreurs, ils vont en faire, ils vont se casser la gueule, ils reprennent jusqu'au moment où l'humanité est d'accord que c'est le moment pour lequel ils vont trouver cette innovation. Et ils vont la trouver et on passe dans une troisième phase aussi. C'est bon? Mais l'évolution numérique elle-même, elle a ses phases. Elle a pratiquement 4-5 phases de tout. Aujourd'hui, on est dans la 5e phase avec les machine learning, l'IA et tout ça, ou la technologie de la blockchain pour tout ce qui est dans ce monde de la finance inclusive et beaucoup plus poussé et tout. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e phase de la propulsée, si on veut, du numérique. C'est la 5e phase. Et là, ces phases, hein, on est passé de tout ce qui est site web, digital, on est passé à l'avènement des réseaux sociaux, des smartphones et tout le reste. Si vous voyez même l'évolution de Apple, même c'est ça. Ils ont commencé d'abord avec les iPods, qui étaient un succès incroyable et tout. C'est comme ça. Et regardez même la stratégie marketing qu'ils ont mis en place. Lorsque iPhone faisait ses iPhone 5, qui étaient très petits, on disait, ouais, iPhone ne fait que des petits téléphones et tout, n'est-ce pas? Et il y avait les Android, tout ça, qui commençaient à faire des écrans un peu plus grands, n'est-ce pas? Mais regardez très bien. Si iPhone passe de l'iPhone 5 à passer de l'iPhone 6, on peut dire qu'elle est dans une position de suiveur, parce qu'elle a suivi une tendance. On est d'accord? On est d'accord. Parce que tout le monde critiquait l'iPhone parce qu'elle était très petite et tout. On leur demandait de faire des écrans plus grands. Donc normalement, quand tu t'alignes sur ça, on dit que tu es suiveur. Mais lorsque iPhone sort son iPhone 6, elle n'était pas sur une position de suiveur. Elle était sur une position de leader. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Parce que dans l'optimisation du produit et le fait de suivre une tendance, eux, ils pensent toujours au wow effect. Et ça, c'est un concept américain, le wow effect. L'émerveillement. Ne troquez jamais votre émerveillement contre la conformité. Voilà. Le wow effect. Tout ce que je dois faire, il doit avoir de la clarté. Ça doit être sexy, en quelque sorte. Ça doit être attrayant. Donc, quand ils sortent l'iPhone 6, ils le font de façon très fin. Vous vous rappelez bien quand l'iPhone 6 était sorti. Il était très fin, limite tu l'as en main et puis ne pèse pas. Ils font l'écran bien grand et puis mettent le petit point là, ou le petit bouton Home, qui vient sur le marché et maintenant c'est tout le monde qui suit l'iPhone maintenant. Ils ont fait bien sûr l'écran grand, le grand écran, mais ils ont compris qu'il fallait aller sur un autre niveau sur le produit et ils l'ont redesigné. Ils arrivent sur un marché où on dirait c'est concurrentiel et tout, mais non, ils apportent leur nouvelle façon de voir les choses et c'est ça. Et après les iPhones, quand c'est le 6, 7, ils l'ont un peu agrandi. Et le X arrive, ils enlèvent le bouton maintenant. Et tout le monde suit. À chaque fois qu'on pense qu'ils seront des suiveurs, ils passent en position de leader. Et ils sont toujours les leaders. Et c'est eux qui mènent la danse. Maintenant, il y a beaucoup d'autres marques qui sortent, et tous les Xiaomi qui sortent là et tout. Mais voilà, qui challenge, chacun a son domaine, son périmètre et tout ça. Mais l'Apple reste par excellence. Vous voyez? C'est ça. Et je sais qu'il y a des technologies comme ça en Afrique qui naissent et tout, mais c'est de mettre de la lumière sur ça. De pouvoir faire en sorte que ces gens-là sont un peu plus mis en avant. C'est vous aussi de pouvoir promouvoir le travail que vos camarades font et tout. C'est de travail en synergie, puisque la synergie des compétences favorise la réussite.
C'est ça, j'ai vu ça au Norsken à Kigali. C'est magnifique ce qu'ils ont fait au Norsken. C'est un incubateur, non, c'est même pas, c'est des startups qui sont là-bas et tout, ils sont domiciliés là-bas et ils travaillent entre eux. Tel fournisseur à l'autre, l'autre est le client de l'autre et tout, mais c'est des jeunes comme vous. À partir de 16 ans, ils sont là, tu les vois comme ça, très futés et tout. Et c'est fou ce que le Rwanda a amorcé ces dernières années. C'est vraiment l'exemple type du rêve africain, en quelque sorte. C'est vraiment l'exemple type et tout. Et je sais que beaucoup sont en train d'amorcer le pas. Même le Togo aujourd'hui fait partie des gros classements d'une business et tout ça, c'est pas anodin. Mais maintenant, vous en tant qu'entrepreneur, combien de signatures de conventions de partenariat sont signées par le Togo et des pays et que vous partez chercher et comprendre que le Togo a signé une convention avec la Chambre de commerce de l'industrie du Maroc tout récemment pour supprimer certaines barrières d'import et d'export et tout. Combien sont partis chercher, lire entre les lignes, comprendre comment est-ce qu'ils peuvent profiter de ça? Parce que c'est facile toujours de pointer du doigt. Eux, là-bas, de l'autre côté, ils vont lire et profiter. Mais nous, ici, aller aussi vers l'information. L'entrepreneur, c'est l'information. L'entrepreneur, c'est l'information. Et puis, on dit l'information, c'est le pouvoir. Vous voyez? L'information, c'est le pouvoir. Donc, pour finir, vous êtes des entrepreneurs. Moi, dans mon quotidien, au niveau de la banque et tout, nous sommes aussi amorcés dans ce financement des banques, des PME et tout ça. On a eu l'occasion vraiment, et puis dans notre quotidien, on a l'occasion de vraiment étudier leurs dossiers, de voir vraiment ce qui bloque dans l'écosystème, de savoir de quoi ils ont besoin, de savoir aussi les modalités de financement, comment les jeunes PME réfléchissent, comment est-ce qu'ils arrivent à maturité, à quel moment on les débloque, ci et ceci et ceci. Et moi, je dis tout le temps, surtout à ma hiérarchie, que tous les domaines sont finançables. Et que la banque ne peut pas, si la banque te refuse un financement, elle doit te justifier pourquoi. Ça, c'est légal, hein. C'est des choses que vous devez savoir. Si on te dit non, on doit te dire pourquoi on t'a dit non. C'est toujours comme ça. On va te dire non, peut-être parce que tu n'es pas prêt. Peut-être que dans 3 mois, tu vas aller te recentrer. Tout à l'heure, le monsieur disait que quand il demande aux jeunes, il dit qu'il n'a pas l'argent, de quoi il a besoin, il n'arrive pas à répondre. Mais c'est tout là même le gros problème. Parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui démarrent confondent l'investissement et le financement, par exemple. Puisque l'investissement, quand quelqu'un investit dans ton entreprise, il partage les risques comme les risques, les pertes et les gains avec toi. Mais le financement, c'est un prêt. Que tu veux ou non, tu vas le rembourser. La banque n'est pas là pour partager des risques avec toi. Sauf que le métier du banquier, lui, travaille avec le risque. Le métier du banquier, c'est le risque. Et lui prend des bons ou des mauvais risques. Il peut prendre des bons risques, miser sur toi et tout. Et bien sûr, derrière aussi, il va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut mettre en garantie et tout ça, ou bien chercher des éléments pour venir protéger le prêt qu'il te fait et tout, et essayer de te suivre. Donc c'est vous aussi d'avoir une gestion responsable des fonds qui vous sont donnés. Nous sommes des êtres humains, on te vire 100 millions tout à l'heure sur ton compte, tu vas penser à la voiture que tu voulais prendre au port depuis un moment là, et envoyer 100 000 par ici, par ici. Mais la gestion responsable des fonds, ça dépend aussi de vous. Donc côté investissement, si avant de lancer, au Maroc, il y a un super truc qu'on faisait, c'était le Startup Weekend. En 54 heures, vous étiez dans la peau des entrepreneurs. Et c'était incroyable. Quand tu finis ça, tu vis ce que l'entrepreneur vit en 54 heures. Et vous avez des résultats, vous avez des coachs qui viennent vous donner des infos et tout. Et c'était super challengeant. Et j'ai un ami, une connaissance, donc à force de participer, de le voir et tout, on est vraiment devenus proches. Comment est-ce qu'il a monté sa startup? Il participe au Startup Weekend. Il a fini, premièrement, où on était allés ensemble, il a fini deuxième. Il avait gagné 3 000 €. Et comme il a fini deuxième, il est parti représenter le pays à Madrid, je crois. Madrid ou Bruxelles, je ne sais plus trop. Il est allé, il a fini cinquième. Il a gagné 1 000 €. Il est revenu. Il a refait l'année qui a suivi encore un autre start-up, mais ce n'était pas dans la même ville et tout. Il a fait au moins 4-5 comme ça pour constituer son capital. Et une fois qu'il a tout, parce que la participation est gratuite. Tu as jusqu'à aller, tu t'inscris, tu mets ton projet, tu vas le pitcher 60 secondes. Comment ça se passe un vendredi? Tu arrives, tu pitches ton projet 60 secondes. Une fois que tu as fini de pitcher le projet, donc quand tu t'inscris, tu es participant porteur de projet, tu pitches ton projet 60 secondes. Nous, on l'a fait, j'ai une vidéo sur Internet, vous allez voir, je parlais très 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 vite comme ça. Et on a été pris quand même. On a fini projet coup de cœur. Un projet, mais vraiment. Et tu pitches ton projet, après tu formes une équipe de 10 personnes. Donc, je disais tout à l'heure, la synergie des compétences favorise la réussite. Tu formes une équipe de 10 personnes. Donc, dans la salle, tu prends un marketeur, un communicateur, un ingénieur, ce que tu veux, en tout cas pour ton projet. Vous êtes 10 et vous bossez pour le projet. De vendredi soir, toute la journée du samedi jusqu'au dimanche matin, vous êtes là et vous dormez sur le site. Hein. Et vous allez chercher des prix de vente, des prestataires de ceci. Et il y a des gens dans ce laps de temps-là qui arrivent à concevoir des prototypes.
et qui vient le présenter, c'était fou. Et ça te challenge parce que tu croises d'autres jeunes entrepreneurs comme toi et tout. Et tu sais que tu es dans un écosystème en quelques heures que tu es en train de partager là. Et c'est challengeant. Ça te permet aussi d'éprouver ce que tu veux mettre comme solution. Tu vas, pas forcément que peut-être que tu n'as pas gagné, non. Mais ces conseils gratuits de coach que tu as là, ça nous avait challengé. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il fait son premier capital. Et après, il a investi son investissement, ça. C'est son capital. Donc, ce capital, c'est pour lui, tu vois. Donc, il met en place sa structure. Aujourd'hui, il sait qu'il a 2 ou 3 actionnaires qui ont rejoint. Ça fait pratiquement 5 ans. Il est totalement dans le même domaine digitalisé. Il a les contrats gouvernementaux, tout ça. Il gère bien sa structure et tout. L'entrepreneur, c'est l'astuce aussi. C'est de pouvoir trouver le moyen et tout. Mais une chose est importante, c'est l'information. Et faites-vous former. Il y a sur Internet des petites formations. Comment gérer le management? Tu commences à avoir du personnel. Mais la ressource humaine, comment tu fais? Comment est-ce que tu attribues des salaires? C'est des petits tips qu'il faut avoir. Comprendre comment l'OTR fonctionne, par exemple. Comprendre comment la loi de finances, le domaine dans lequel tu évolues, l'import-export, ce n'est pas la même chose que celui qui est dans le digital. Si on a une législation, documentez-vous légèrement. Et là, vous comprenez l'écosystème dans lequel vous évoluez. Et vous allez prendre des décisions en fonction. Des conseils en management, vous allez en trouver sur Internet. Aujourd'hui, c'est ça le pire. Moi, je dis souvent, toute innovation qui n'est pas accompagnée de la sagesse nécessaire est vouée à l'échec. Mais vous avez aujourd'hui, enfin nous tous, je m'identifie, on est ensemble, on a Internet, on a les réseaux et tout. À l'époque, les gens n'avaient même pas ça. Mais documentez-vous. Les gens se forment, sont autodidactes, ils se forment tous sur Internet et tout. Je ne dis pas que ce n'est pas excellent ça, mais il y a des moments où il faut aussi payer pour chercher certaines infos. Mais ce que vous avez de gratuit, mais documentez-vous déjà sur ça. Et l'entrepreneur, c'est la résilience. Nous, on en voit au niveau de la banque là-bas, qui viennent, qui ont grandi et tout. D'autres qui reculent pour mieux sauter. Et si tu crois au projet ou pas, et tu prends des forces avec toi pour y arriver. Et tu t'associes avec des personnes qui vont te faire évoluer. Nispe Hussle disait, if you can't deal with them, don't build. If you can't build with them, don't deal with them. Si tu ne peux pas construire quelque chose avec eux, ne deal pas avec eux. Si on peut se réunir pour se partager de l'argent, cotiser, boire et aller en soirée ou je ne sais pas quoi, et qu'on ne peut même pas se réunir pour se faire un projet, à quoi ça sert qu'on traîne ensemble? Moi, j'ai mon mentor qui me disait, Khalid, tu as besoin de 2 personnes dans ton entourage. De 2 meilleurs amis, un bon comptable et un bon avocat. Et le jour-là, j'ai ri. Et puis il m'a dit une correspondance toute bizarre, mais je vous la donne quand même. Il me dit, mais Pablo Escobar, tu pensais que comment il fonctionnait? Il avait un bon comptable et un bon avocat. C'est juste quelqu'un qui est bon en comptabilité. Donc vous avez besoin de... Je n'ai pas dit pour aller faire des malversations comme lui, non. Mais un ami qui maîtrise la comptabilité, qui peut te dire, ah, voilà comment on paie les recettes fiscales, voilà les droits que tu as et les devoirs que tu as envers l'État. Et un bon avocat qui peut t'expliquer la législation, le domaine dans lequel tu évolues. Si tu fais ça, tu peux avoir des problèmes. Mais voilà la législation, ce que ça te donne comme avantage et tout, que tu peux faire et tout. Voilà le type d'amis. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut avoir un 3e. Bien sûr, nous, les marketeurs, les communicateurs, pour défendre ton projet, le modeler pour toi et te le vendre et tout. Donc voilà, 3e meilleur ami qu'il faut chercher. Donc voilà, moi je suis déjà pris, donc aimez va vous en trouver d'autres. Donc voilà. On se documente, on est dans la recherche, on s'informe et tout, on participe à des événements comme l'Afrique de demain, je ne connaissais pas, j'ai découvert, j'ai lu un peu, j'ai vu que vous faites du bon boulot, toute l'équipe, mais franchement c'est magnifique. Et puis il y a aussi le magazine, je trouve très épuré, bien fait et tout, mais bon voilà, je donnerai mes notations après à aimer. J'ai le sens très critique, mais bien sûr dans le bon sens, parce que je dis aujourd'hui c'est un frère et il faut qu'on évolue ensemble. Donc. Si je peux aider, j'aide. S'il peut m'aider aussi, il m'aide, c'est ça. Vous travaillez en autarcie, vous êtes seul, vous voulez voler. Non, c'est de la synergie qui fait fonctionner les choses. On vient en autarcie quand on sait qu'aujourd'hui on a un poids, c'est comme les États-Unis. Même eux, malgré eux, ils ont des alliés. Mais toi, tu es petit, tu veux vivre en autarcie. Non, on se met ensemble pour évoluer, c'est comme ça. Avec les bonnes personnes et tout. Je ne sais pas depuis combien de temps vous qui êtes assis, si vous vous connaissez, mais si je vous demande peut-être, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais ce qu'il fait? Ce qu'il est entrepreneur, ce qu'il vend, si je demande à l'autre qui sait ce qu'il fait et tout, je ne sais pas combien peut vraiment me répondre, te dire que oui, je sais que lui il fait ça et tout. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'il peut t'aider dans ton truc? C'est ça aussi votre synergie. Donc vous allez finir ici, vous allez vous séparer et chacun a un électron libre. Posez-vous la question. En tout cas, sur les bénéficiaires de cette formation, je pense que vous avez été incubé, je ne sais pas. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, il y a des entrepreneurs ici qui ont suivi une certaine formation. C'est ça, non? Oui. Mais vous, là, vous qui avez suivi ça, là, est-ce que vous vous connaissez même? Est-ce que vous savez même, pendant peut-être tout ce que je dis là, peut-être il y a quelqu'un parmi vous, là, qui maîtrise aussi cet aspect de marketing et communication, qui peut aider l'autre?
Il peut t'aider dedans et tu deviens son client, son fournisseur et vous vous arrangez et tout. Mais vous allez finir, vous allez aller à notarcier, vous allez débarquer. Oui, on n'a pas de financement, on a si. Le monsieur a parlé tout à l'heure et tout. Combien vont s'approcher de lui après pour avoir plus d'informations, ou bien aller chercher un peu c'est quoi un investissement, c'est quoi un financement, c'est quoi monter je sais pas, le CPC, le bilan et c'est non. Combien? L'information ne viendra pas de vous. Nous, on est parti la chercher. On est parti chercher et on continue à chercher. Parce que le monde court, le monde a une vitesse. Nous, on est en train de ramper. Et ça fait mal. Mais il y a du potentiel. L'Afrique, on dit ODD, toutes ces histoires-là. Jeunesse, je ne sais pas, dans quelques années, la plus grande jeunesse du monde, je ne sais pas, et tout, et tout. Mais cette jeunesse-là apporte quoi dans le business de l'Afrique et tout, ou bien dans son pays? Elle innove, elle participe à des événements et tout, c'est ça. Il faut prendre certains trucs à bras le corps et y aller, quoi. C'est comme ça. Moi, je vous laisserai mon contact, je n'ai pas de souci, vous pouvez me contacter, on peut discuter et tout. Si vous vous mettez en synergie, on peut se faire des heures, 1 ou 2 heures chaque semaine, histoire de poser vos questions, on répond et tout. C'est pas un souci. Mais la synergie des compétences favorise. Si moi je suis ici aujourd'hui, avec le peu de parcours que j'ai fait, c'est parce que j'ai travaillé en synergie avec d'autres personnes. Et de nationalités tellement improbables, des Bangladesh, des je sais pas quoi et tout, mais chacun avait quelque chose à apporter. Et on a bossé ensemble. Et c'est là toujours la synergie. Tu travailleras en équipe. C'est toujours cette synergie. Bon, moi, c'est l'exercice de maison que je vous laisse. Il faut savoir ce que les autres font. Un jour, tu vas te rappeler, moi, j'en aurai besoin, tu pourras le recommander. Lui aussi pourra te recommander. Si vous ne faites pas ça, on ne va pas s'en sortir. On est petit, on s'associe, on devient grand. Et quand on devient grand, on continue. Hein. Ce n'est pas on devient grand, puis maintenant on lâche les autres et tout. Oui, l'Afrique, c'est la solidarité. On nous a appris ça depuis qu'on est petit. C'est des valeurs ancestrales. C'est bon? C'est ça. J'ai extrapolé, je suis passé du marketing, de la com, du digital et tout. Mais il fallait aussi que je vous donne ces conseils personnels. Je pense que ça peut vous servir et tout. Avec mon équipe, c'est ce que nous passons du temps à faire tout le temps. Vous pouvez passer nous voir. Moi, je suis au siège, au niveau de Palm Beach et tout ça. Vous pouvez passer nous voir. Vous avez mon contact avec Aimé Apedo. C'est pas un souci. Vous pouvez aussi m'écrire par mail, par WhatsApp et tout ça. Certes, il peut arriver que je ne réponde pas. C'est beaucoup de messages et tout ça, mais on peut s'organiser tranquillement. D'accord? Je suis très ravi. J'ai été très ravi d'être avec vous. C'était un plaisir. J'ai accepté l'invitation d'Aimé Apedo. C'est la dernière conférence que je me suis dit que je vais donner sur 2023. Et je suis très ravi que ce soit à Lomé. Je suis très ravi. Mais, il ne faut jamais dire jamais. Mais si c'est toujours à Lomé, ok, parce que j'ai plus envie de me déplacer. Décembre, là, il faut rester avec le pays de cœur et profiter un peu. C'est important. C'est bon? Et je vous pousse à vous challenger. Franchement, je vous pousse à vous challenger. Vous allez voir. Que vous soyez entrepreneur ou pas, même en entreprise, on se challenge. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord sur le fait que tout le monde est fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui sont faits pour être de bons comptables, de bons juristes et tout. Donc, des fois, si tu sais que tu apportes une plus-value à une entreprise et que vous êtes prospère, fais ta carrière. Il y a des gens qui sont carriéristes. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs chevronnés qui vont réussir aussi. La seule chose, c'est que dans tout ce dans quoi tu t'engages, vas-y à fond. Point. C'est tout. Si tu vas à fond, tu vas y aller. Si tu es entrepreneur, va à fond. Si tu veux être un carriériste, va à fond et fais ta carrière. Et ta renommée. Peu importe dans quoi tu t'engages. C'est comme les relations humaines. Nos parents, quand tu veux sortir avec quelqu'un, tu vas à fond. Tu ne fais pas de demi-mesure. C'est comme ça. C'est bon? On est bon. Il y a pas mal de choses qu'on peut se partager, mais des questions rapidement. On va prendre 2, 3, 4, je ne sais pas trop, et puis on a extrapolé un peu le temps. Donc, c'était moi, Khalid Kéziré. Donc, si vous aviez des doléances, vous pouvez m'écrire et tout ça. J'étais ravi d'être avec vous. Eh bien, s'il y a des questions, on va prendre juste 2 questions. Juste 2 questions. Juste 2 questions pour permettre à ce qu'on puisse évoluer sur la deuxième thématique également. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai très bien fait mon travail, ça. Qu'il n'y a pas de zone d'ombre et d'inquiétude. Voilà. Il y a le monsieur. Oui. J'aimerais savoir la place de la commercialisation, étant donné que on parle dans les entreprises de la direction commerciale, de la direction marketing et de communication. Voilà. La place du commercial, c'est quoi? Le commercial, c'est l'équipe commerciale, c'est eux qui partent vendre. Donc le marketing, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça aussi la synergie des business units, les BU, comme on les appelle.
Le marketing, lui, conçoit le produit, il prépare l'argumentaire de vente, comment il faut vendre le produit, il fait une fiche produit, les aspects techniques du produit et tout, qu'il met à disposition de l'équipe commerciale. Le marketing peut aller les former aussi sur comment est-ce que le produit a été pensé et tout. Et même dans le montage du produit, le marketing peut s'inspirer aussi du commercial parce que comme eux, ils sont aussi sur le terrain des fois, ils discutent avec des clients, ils peuvent avoir des avis clients qui peuvent améliorer le produit. Tu vois? Mais l'équipe commerciale, elle part vendre. Tu vois? Donc, il peut arriver qu'il y ait des directions marketing commercial ou marketing et direction marketing et commercial, comme vous voulez et tout. Mais quand le marketeur doit faire son travail, il pense le produit et tout. Et il n'est pas isolé. Quand il veut penser le produit, il prend des avis. Le directeur peut donner un avis, le simple portier peut donner un avis, le commercial va donner des avis de terrain. Ah, tu sais, ton produit, il faut qu'on l'améliore. Parce qu'on va sur le terrain, qu'on veut le vendre de telle manière, les clients ne sont pas in. Je pense qu'on peut tester ça. Ah, on analyse et puis on y va. Vous voyez? Et le commercial, c'est lui, comme je l'ai dit, c'est lui qui va vendre, c'est lui qui est sur le terrain et tout. Le marketeur aussi va sur le terrain. Le marketeur, l'entité marketing est une entité de stratégie. À Kigali, il y a 3 mois, j'ai croisé, c'est le vice-directeur technique de Microsoft. Et il nous disait que dans quelques années, les directions marketing vont disparaître et qu'on va laisser de la place à la direction stratégie. Et le responsable de la stratégie ou le directeur de la stratégie aura un marketeur, un communicateur, un business developer, un responsable du digital et tout ça dans son équipe et tout. Donc ce n'est pas que la fonction disparaît. Et là, je lui dis, bon, moi j'ai été formé en tant que consultant stratégique, ce que je fais avec beaucoup de mes clients. Bon, j'ai une Togo, mais qui sont un peu partout dans le monde et tout ça. Et il a dit, bon voilà. Et c'est vrai qu'on sonde un peu dans l'écosystème. Le Maghreb est très avancé sur ces jeunes consultants stratégiques. Il y a des collègues très brillants qui font ça là-bas. Donc, c'est des stratèges. C'est un département de stratégie. Le commercial est plus dans l'action. C'est vrai qu'ils vont aller sur le terrain et tout, mais le marketeur, il élabore des stratégies tout autour. Et là, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le marketing commercial, ce qui concerne tout ce qu'il faut vendre. Parce qu'au-delà de la fonction du marketeur, c'est lui qui veille à votre réputation. C'est lui qui doit savoir qui parle dans la presse, qui dit quoi et tout. Moi, c'est comme moi, mon patron. À chaque sortie et tout, je lui prépare des TDR. Je sais qui parle dans la presse, qui ne parle pas. C'est pas tout le monde se débarque là, on veut faire une interview puis se pointe, non. Je sais très bien qui parle. Je sors un communiqué de presse, je sais que c'est sur ça que les presses vont écrire et tout. Et tu maîtrises ta communication. C'est pas à tout va. Donc ça, c'est extrapoler le truc. Mais le commercial, c'est ça, ils sont sur le terrain. Ils travaillent les marketeurs, bien sûr. C'est bon? Ils pensent le produit, ils vont voir sa tarification. Le commercial peut lui dire, mais ce produit-là, il est un peu trop cher, tu ne trouves pas? Ou bien on peut le vendre peut-être mieux. Ou bien on peut ajouter, on peut le vendre à 1000 francs, à telle façon, mais si le client veut tel, on peut le majorer ça un peu. Vous voyez? Donc voilà, le commercial, c'est une synergie de travail qu'ils font. Et ils sont tous normalement sous une autre direction, ce qui va gérer, qu'on appelle, nous, on appelle l'exploitation. On a le marketeur, les commerciaux, les responsables marché et tout ça. Mais c'est une synergie, on travaille tout le temps, Tu vois un peu, ils sont dans l'action, ils partent vendre et tout. C'est bon? Ce qu'on aurait pu faire, c'est de prendre peut-être un domaine, je ne sais pas, un d'entre vous qui évolue dans quelque chose, et on le prend en cas pratique, on détaille ça rapidement, et là, vous avez une vision beaucoup plus claire de l'organisation, de ce que fait la direction, tel département, telle direction, jusqu'au vendeur. Si vous avez même des points de vente et tout, comment il faut les réguler et tout. Tu vois? On aurait pu faire ça, mais bon. Anyway, ça sera des discussions pour un autre jour. Deuxième question et puis... Deuxième question... parce que moi j'ai faim. Hein. Oui, très parlé. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est une petite question banale. Non, il n'y a pas de petite question banale. Bon, je veux... Il a toujours des questions banales. Si elle est banale, on peut passer à quelqu'un d'autre. Bon, je veux plus comprendre souvent, mais non pas de l'afro-marketing. Je veux... Voilà, c'est des expressions comme ça qui sont nées. D'autres en inventent et tout. L'afro-marketing, je parlais tout à l'heure d'adapter des techniques pour des contextes locaux. C'est bon? C'est ça. C'est d'utiliser d'utiliser des techniques marketing pour les contextualiser ici. Je vous donne le cas de Netflix. Netflix, il a toujours été aux États-Unis, en Europe et tout ça, mais pour venir en Afrique, ils ont revu pas mal de choses. Même les comptes. Aujourd'hui, vous avez sur Netflix des films totalement nigériens. Ils ont benchmarké, ils ont vu dans l'Afrique subsaharienne quels sont les pays qui font de la production audiovisuelle et tout ça. Ils ont commencé à chercher des contenus adaptés aussi qui vont attirer les gens à souscrire
Et mais bien sûr, ils ont aussi accès à d'autres films de d'autres contrées et tout ça. Ils ont mis en place, moi je ne vais pas appeler ça afro-marketing, ça reste le jeu du marketing. Est-ce qu'on va parler aujourd'hui d'européen marketing, tu vois? Mais c'est des termes qu'on dit pour contextualiser, pour dire, bon, c'est du marketing vraiment contexte local. Et il y a un travail comme ça qu'on a fait. Tu sais, même nous, banque, ce que nous, moi j'ai pu voir au Maghreb, à Kigali, à Bruxelles et consorts, ce n'est pas le même type de métier bancaire qui est aussi fait ici. Il faut s'adapter à des contextes aussi. Là-bas où peut-être les gens sont beaucoup plus lettrés et tout ça et tout, nous ici c'est vraiment, par exemple, c'est vraiment ça mon challenge aujourd'hui au niveau de la banque digitale. C'est quand quelqu'un se déplace en agence, un monsieur qui arrive, il est vieux, bon, il ne maîtrise pas les applications digitaux. Je ne vais pas le forcer lui à utiliser des applications digitales, je dois réadapter ma stratégie à ce type de client. Non, on peut dire que je suis en train de faire de l'afro-digital si vous voulez et tout, mais je ne fais que contextualiser. Et de prendre, si tu ne contextualises pas, tu arrives, c'est comme McDonald's. McDonald's est au Ghana, en Côte d'Ivoire et tout, mais les tarifs et même le produit lui-même, ce n'est pas toujours la même façon, parce qu'ils savent qu'ici, nous, on aime manger beaucoup épicé, pimenté et tout ça, mais ils ont revu leurs recettes. Donc, ils ont refait leur stratégie marketing. Même la façon de faire leurs panneaux et tout ça, ils se sont adaptés aux contextes locaux. Vous voyez un peu? Comparez l'entreprise qui a fait le logo de la CAN à d'Abidjan. Vous avez suivi un peu l'actualité. Quand le logo était sorti, il y avait eu une polémique dessus et tout. Les Ivoiriens ont commencé à parler et tout. C'est une société qui est au Caire. Elle est spécialisée dans, elle fait que du marketing. Elle fait du marketing digital, mais elle est spécialisée dans ça. Elle fait que des logos de sportifs et tout. Vous voyez comment les gens même se spécialisent. Ici, j'en vois beaucoup de cabinets marketing, je fais ci, je fais ci. Mais les gens n'arrivent même pas à se spécialiser, à se contextualiser. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une niche sportive et eux, ils refont le branding. Et quand ils ont fait ça, ils ont adapté ce contexte local. Mais alors qu'il y a un mois de cela, c'est eux qui ont refait celui de la Fédération de rugby de France. Mais les techniques qu'ils ont utilisées, ce n'est pas les mêmes qu'ils ont utilisées pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont compris qu'il y a l'éléphant, c'est le pays de l'ivoire et tout. C'est du OBV, orange, blanc, vert et tout. Comment est-ce qu'on monte un logo avec la coupe de la canne et tout ça? Comment est-ce qu'on va monter? Et puis ils l'ont fait. Et puis ils ont représenté l'ivoire, ils ont représenté la coupe et tout. Ils ont fait un fond vert, orange et tout. Ils ont mis les motifs afro là-dessus. Et quand tu vois ça, c'est très signalétique, c'est parlant. Donc ils ont adapté aussi. C'est comme ça. Selon ton contexte, tu ne peux pas débarquer ce que tu vends ici, aller en Europe, vouloir le vendre. Non, il faut voir aussi les contextes là-bas. C'est comme ça. Alors, merci beaucoup. On va raccompagner Monsieur Khalid Kéziré. Très rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Khalil pour son enseignement. C'était très enrichissant. Parle dans le micro. C'était très enrichissant. Ma question, c'est de savoir quelle est la nuance entre l'investissement et l'actionnariat. L'investissement et l'actionnariat. Oui. Mais l'actionnariat, comme son nom l'indique, vous avez des actionnaires dans votre capital. Ils investissent. Ils ont investi. Tu as un capital dans lequel toi-même tu as peut-être un apport personnel de 30%. Lui, il est actionnaire, il a apporté peut-être. Et ceux qui ont fait un peu la compta, on parle des apports en numéraire et en nature et tout, qui sont évalués. Donc on regarde dedans. C'est un actionnaire aussi, il détient des parts, il détient des actions, des parts et tout. Et peut-être il y a 3-4 actionnaires qui font peut-être ton capital de 10 millions, peut-être. D'autres ont 2 millions dedans, par valeur, d'autres ont 5 millions, d'autres ont 2 millions et tout. Donc c'est des actionnaires qui, à la fin de l'année, avec ton résultat, ton bénéfice, tu dois sortir une partie pour les dividendes et tout ça, et les payer. Mais par décision de conseil d'administration, quand vous vous retrouvez entre vous, vous pouvez décider d'affecter toute la partie, la plus-value, le bénéfice, et partager les dividendes aux prochains 3 mois, 5 mois, ou bien dans 1 an et tout. Mais c'est ça. Mais c'est toutes ces personnes qui participent dans ton capital. Il y a toujours un capital. Maintenant, le capital aussi, il peut avoir des dettes. Ça peut être un prêt et tout ça. Mais bien sûr qu'on paye, qu'on rembourse. Tu vois? Mais c'est beaucoup, il y a encore d'autres types, beaucoup plus techniques. Je pense qu'il y a une masterclass sur la gestion financière, non? Oui. N'est-ce pas? Bon, peut-être que lui, il aura bien le temps aussi de vous en expliquer. Je crois que c'est monsieur, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est sûr. Donc, ou s'il n'avait pas prévu, je lui fais la passe. Il va vous répondre un peu plus élaboré sur ça. C'est bon? On est bon? Voilà. So, thank you for having me et portez-vous bien. Bon dimanche, enfin bon vendredi. Je suis déjà au week-end, moi. Alors, merci beaucoup, Monsieur Khalid Kéziré, que nous raccompagnons encore une fois de plus, s'il vous plaît.